sur les techniques et leurs enjeux, et sur les raisons des risques que peuvent poser ces techniques. Je crois qu'il est tout à fait légitime de se tourner en premier lieu vers le professeur Jacques Testard, à qui je vais demander de présenter un petit peu la situation, résumer les grands enjeux, et de nous dire aussi un petit peu pourquoi justement il a pris ses distances avec cette vision du progrès magnifique qui devait tout régler dans les années à venir. Professeur Testard, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Bien, la sénatrice Marie-Thérèse Hermange devait être ici pour représenter le point de vue catholique, on peut dire. Il se trouve que ce point de vue rencontre le mien sur plusieurs problèmes, sur celui du diagnostic génétique préimplantatoire, par exemple, sur celui des cellules souches sur l'embryon humain. Mais je ne voudrais pas la remplacer en étant le porte-parole des catholiques. Moi, je vais apporter le point de vue de l'humaniste athée, donc laïque. Contrairement à ce qu'on entend trop souvent, il y a des gens qui s'opposent à certaines technologies sans être catholiques. C'est mon cas. Donc, je vais d'abord introduire de façon très neutre qu'est-ce que c'est que les cellules souches. Alors, les cellules souches en général, c'est les cellules qui sont les mères de toutes les autres. C'est les sources. C'est la source des cellules. Donc, elles ont comme particularité de se multiplier indéfiniment et d'être capables, dans certains environnements naturels ou artificiels, de se différencier de façon variée pour constituer des cellules qui vont avoir des fonctions dans l'organisme. Alors, on parle des cellules souches de l'embryon ici, ça va être le sujet aujourd'hui, on va en évoquer les autres très rapidement. Les cellules souches de l'embryon, c'est celles qu'on peut extraire, donc on parle de l'embryon humain, au stade de blastocyste, c'est-à-dire âgé de 5 à 7 jours, quand il a une centaine de cellules à peu près, et desquelles on peut dériver tous les types cellulaires. Mais il n'y a pas que les cellules souches de l'embryon qui sont des cellules souches. Il y a des cellules souches dans le cordon ombilical, dans le placenta, et chez l'adulte, dans beaucoup d'organes. On découvre régulièrement de nouveaux organes qui contiennent des cellules souches. Et ces cellules sont capables de se différencier. Alors il y en a dans le cerveau, dans le foie, dans la glande mammaire, bien sûr dans la moelle osseuse, puisque vous savez que, par exemple, les greffes de moelle qu'on fait depuis des dizaines d'années, en fait, c'est des greffes de cellules souches qui vont ensuite engendrer les différentes cellules du tissu sanguin. Donc c'est quelque chose qu'on pratique depuis longtemps, j'allais dire sans le savoir, en tout cas en n'en parlant pas, c'était pas controversé. Et ce qui est nouveau, un troisième type cellulaire qu'il faut évoquer, c'est ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites, qu'on appelle IPS à cause de l'acronyme anglais. Alors là, c'est tout à fait particulier. C'est des cellules qu'on trouve chez tout le monde, qui sont déjà différenciées, donc ce n'est pas des souches à l'origine, mais qu'on va transformer pour en faire des cellules souches. À l'origine, avec la transgenèse, c'est-à-dire l'apport de quelques gènes à l'intérieur, et puis peut-être il y a d'autres solutions qui seraient mieux acceptées. Donc elles vont retourner à un état indifférencié, alors qu'elles étaient déjà différenciées, elles avaient une fonction particulière. Par exemple, les cellules de peau, eh ben, on va en faire des cellules souches capables de redonner la plupart des cellules de l'organisme. Alors ça, c'est une invention considérable qu'on doit à un japonais nommé Yamanaka, qui a travaillé sur la souris, a montré ça sur la souris en 2006, et l'année d'après, en 2007, il a montré que c'était pareil dans l'espèce humaine, ce qui n'est pas étonnant, puisque à ce niveau de développement, les phénomènes sont les mêmes chez tous les mammifères, on pourrait même dire chez les vertébrés. Donc ces cellules semblent avoir les mêmes propriétés que les autres cellules souches naturelles. Ça, c'est quand même important pour la suite de la discussion. Donc, les cellules souches, c'est un domaine extraordinaire pour comprendre le développement. Pour disposer de modèles pathologiques in vitro, on peut avoir des cellules malades, on va pouvoir tester des médicaments, par exemple, des molécules, et éventuellement, et c'est la chose dont on parle le plus, pour des thérapies cellulaires, c'est-à-dire de prendre ces cellules-là et de les greffer à des malades pour régénérer un tissu altéré et donc donner à certains organes une nouvelle jeunesse. Mais, tout de suite en bémol, il faut noter que toutes les cellules souches posent un problème par le fait même qu'elles ont une prolifération, comme je le disais tout à l'heure, accélérée et indéfinie, c'est qu'elles ont une caractéristique commune avec des cellules cancéreuses. Donc, pour le moment, il faut être très prudent sur l'usage de ces cellules greffées à des malades, parce que, et l'expérience le montre déjà, on peut développer des cancers.
Donc ce qu'on va discuter ici, bien, c'est surtout, puisqu'on va parler des cellules souches embryonnaires, mais on est obligé d'évoquer un peu les autres, sur quel type de cellules souches il faut faire des recherches pour avancer dans la compréhension, ce que personne ne conteste, et en notant seulement que les cellules souches embryonnaires ont la particularité d'être obtenues à l'occasion de la destruction d'un embryon, ce qui fait qu'il y a une objection éthique apportée par les catholiques, mais également, on pourrait dire, par la loi. Donc, est-ce que cette objection est justifiée? Je crois qu'on va en discuter. Donc, si c'est mon temps d'intervention, je vais répondre. Oui. Puisque là, j'ai... Je pense qu'effectivement, vous avez présenté le débat. Je vous redonne peut-être une petite question quand même. Au-delà du risque effectivement médical, du risque de cancer, vous avez aussi une objection par rapport à l'utilisation des cellules. Justement, écoutez, alors je vais être assez bref, hein, mais je vais vous dire ce que je pense du problème. Il y a d'autres arguments que cette destruction de l'embryon. Il y a la nécessité d'un modèle animal préalable pour toute expérimentation humaine. Ceci, c'est une donnée qui a maintenant 60 ans, qui date d'après la Deuxième Guerre mondiale, après le procès de Nuremberg, qui a été fait aux nazis et aux savants nazis, qui, il faut le dire, n'ont pas apporté grand-chose à la science. Et malgré tout, il a été convenu, à partir de là, il y a une grande réflexion dans le monde juridique et médical, et pour dire qu'il n'était plus possible de faire des recherches directement dans l'espèce humaine, qui n'est pas d'abord un prérequis animal, c'est-à-dire qu'on n'est pas démontré chez l'animal la faisabilité et l'intérêt de ses travaux. Donc, ça va se poser, ce problème-là, aussi au niveau de ces cellules souches embryonnaires. Mais il faut noter que pour les cellules souches embryonnaires dont on va parler, à ma connaissance, et sauf s'il y a quelque chose de caché encore, il n'y a pas eu de démonstration d'une guérison intégrale d'un animal malade avec des cellules souches de son espèce. Il y a eu des guérisons temporaires, mais pas définitives. Ça veut dire que la recherche est toujours à mener, et de mon point de vue, sur l'animal. Donc ça, c'est une autre proposition, ce principe de prérequis animal. Et puis, il y a quelque chose, c'est que la qualité de la recherche qu'on peut faire avec des cellules embryonnaires humaines ne peut pas être la même que la recherche qu'on fait de façon traditionnelle avec des animaux. Je m'explique, si on a quelques embryons humains, ils sont disparates. Ils sont obtenus à l'occasion de la fécondation in vitro, donc il n'y en a pas deux identiques, ça dépend des couples géniteurs, ils n'ont pas les mêmes génomes. En revanche, quand on fait des travaux, comme on fait d'habitude sur la souris par exemple, on a des souches de souris qui sont quasiment des clones. C'est-à-dire que tous les individus sont identiques, ce qui permet de répéter les expériences et d'avoir finalement des démonstrations et de vérifier sur d'autres lignées si c'est valable. Donc on est dans une situation proprement scientifique qui, de mon point de vue, n'est pas complètement présente quand on travaille avec quelques embryons humains disparates. Je rappelle qu'il y a très peu de différence entre un embryon humain et un embryon animal. Au début du développement, il y a des petites différences de timing, de taille de cellules, mais c'est 3 fois rien. Les mécanismes sont les mêmes. Autrement dit, on peut très bien apprendre des choses chez l'animal. Alors les recherches, puisqu'on parle de recherche à partir des cellules souches, on peut leur donner trois issues. On dit qu'il y a des recherches pour la connaissance. Bon, pour la connaissance, je viens de le dire, le modèle animal paraît le mieux établi, la connaissance fondamentale, c'est-à-dire les mécanismes du développement chez les vertébrés, mais plus précisément chez les mammifères. Il n'y a rien, par exemple, qu'on connaîtrait chez la souris et qu'on ignorerait chez l'homme. Donc, on ne voit pas pourquoi on commencerait par rechercher dans l'embryon humain quelque chose qu'on ne connaît pas encore dans l'embryon de souris. Je signale qu'en Grande-Bretagne, il y a une autorisation de recherche sur l'embryon humain depuis 20 ans maintenant, depuis 1990, 22 ans. Et que, ça va même plus loin, les Britanniques, sous certaines conditions évidemment, sont autorisés à créer des embryons spécialement pour la recherche, qui est quelque chose qui est inimaginable encore chez nous. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des sous-produits de la clinique, par exemple, mais de fabriquer des embryons spécialement pour la recherche, c'est possible en Angleterre. Or, les Britanniques sont à l'avant-garde de ces travaux depuis 2 siècles, et particulièrement depuis quelques décennies, puisqu'ils nous ont apporté la fécondation in vitro, le clonage, le diagnostic implantatoire, bref. On peut dire que les Britanniques ont vraiment été d'un apport considérable. Donc, ils ont les possibilités scientifiques de faire des recherches conséquentes. Eh bien, à ta connaissance,
la possibilité de travailler sur l'embryon humain ne leur a rien apporté. Ils continuent de publier des choses intéressantes chez l'animal, mais il n'y a rien de sensationnel chez l'humain. Donc voilà le premier point. Et parce que, en fait, quand on regarde les projets, vous savez qu'il faut avoir une autorisation pour faire des recherches sur l'embryon par l'agence de biomédecine en France depuis quelques années. Et quand on regarde les projets, il y en a quelques dizaines déposés à l'agence de biomédecine, c'est pas vraiment des recherches de connaissances, c'est des recherches qui ont une finalité. Le plus souvent, c'est la thérapeutique et ça passe toujours par les cellules souches. C'est-à-dire par une... c'est pas un travail sur l'embryon, mais sur des cellules qu'on va prélever sur l'embryon. Donc c'est un petit peu différent. Alors quelles sont les propositions? C'est la thérapeutique, donc un projet médical, thérapeutique, comme je l'évoquais tout à l'heure. Pourrait-on utiliser ces cellules pour guérir des patients malades? Bien, je disais qu'il faudrait d'abord démontrer que c'est possible de guérir un animal malade avec des cellules souches de l'embryon de la même espèce. Ça me paraît être une évidence et on n'a jamais répondu là-dessus. Je rappelle que la loi, elle autorise la recherche sur l'embryon humain en vue de progrès thérapeutiques majeurs. Et ce mot thérapeutique, il a été remplacé récemment par médical, en vue de progrès médical. C'est-à-dire on n'est plus vraiment dans la thérapeutique, ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? J'ajoute quand même qu'elle n'autorise pas cette recherche que s'il n'y a pas d'alternative d'efficacité comparable. Ce qui est un peu ambigu, mais on peut considérer que faire des travaux chez l'animal, c'est une alternative qui permet de mettre au point des techniques et qu'on vérifierait éventuellement après si ça a marché. Le troisième point qui justifierait l'utilisation des embryons, c'est une utilisation de type industriel, c'est-à-dire qu'on établirait des lignées cellulaires pour pouvoir tester des molécules et que l'industrie pharmaceutique est, paraît-il, très demandeuse de ces lignées cellulaires. Je dirais seulement que c'est une nécessité qui est secondaire par rapport à l'argument éthique qu'on évoquait tout à l'heure. Autant s'il s'agit de guérir des gens, on peut aller plus loin. S'il s'agit seulement de tester des médicaments en gagnant du temps par rapport à tous les tests habituels, on ne peut pas dire qu'on soit encore dans l'éthique. Donc, j'ajoute que récemment, en octobre 2011, la Cour de justice européenne a exclu de la brevetabilité toute invention ayant nécessité la destruction de l'embryon embryonnaire. Ça veut dire que les cellules, les souches, les lignées qui seraient établies à partir de cellules embryonnaires ne seraient pas justifiables d'un brevet. Évidemment, les gens qui travaillent là-dessus ont protesté. Donc pour moi, la vraie question, c'est quelle est la stratégie de recherche qui soit conforme à l'éthique pour utiliser ces cellules embryonnaires? Eh bien, le Code civil impose le respect de l'embryon humain. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect de l'embryon humain? Ça ne veut pas dire que l'embryon est intouchable définitivement. Il n'est pas sacré. L'embryon humain, un respect, ça veut dire que ce n'est pas une chose ordinaire et qu'il faut être un peu plus précautionneux qu'avec une autre cellule ou avec une cellule animale. Mais les atteintes à l'embryon pourraient être justifiées malgré ce respect. On pourrait dépasser ce respect s'il y avait une démonstration qu'il y a un intérêt extraordinaire pour soigner des humains à partir de ces cellules embryonnaires. Je crois que là, beaucoup d'interdits tomberaient. Peut-être pas ceux des catholiques, qui, eux, accordent à l'embryon, bien sûr, le respect, mais plus que ça, ils lui accordent la dignité. Or, la dignité, c'est quelque chose que la loi française ne donne qu'à l'enfant à partir de la naissance. Donc, vous voyez, il y a une différence. Moi, je crois qu'il faut appliquer là deux principes. Un principe de tolérance par rapport à ceux qui souffrent de voir des embryons humains découpés en morceaux pour servir dans les laboratoires. S'il n'y a pas de nécessité médicale démontrée, pourquoi faudrait-il taquiner le gâteau? J'aime bien cette expression parce que je crois que ça représente un peu ça. Et puis, en revanche, il y a un principe de laïcité. S'il y a vraiment une nécessité, c'est-à-dire qu'il y a une démonstration de l'apport des cellules souches embryonnaires humaines qui serait supérieure à celui des autres cellules souches que j'évoquais tout à l'heure, alors on pourrait dire que le respect de l'embryon est une chose importante, mais qu'on peut aller outre, et ça pourrait justifier un usage de l'embryon humain, ceci malgré l'opposition des catholiques. Vous voyez, je voudrais maintenir ces deux principes de tolérance et de laïcité. Alors pour moi, une stratégie responsable d'usage des cellules souches,
c'est que la recherche sur les cellules embryonnaires doit se faire sur des modèles animaux jusqu'à ce qu'on ait des résultats démonstratifs qui ensuite pourraient justifier des demandes de travail sur l'embryon humain. On n'en est pas là. Que les recherches thérapeutiques avec d'autres cellules souches peuvent être menées sans problème, enfin avec d'autres problèmes, parce que il n'est pas évident, je disais, on peut créer des cancers, tout ça. Mais ça, c'est des précautions habituelles qu'on a dans l'éthique biomédicale et dans la déontologie. Mais qu'on peut mener ces recherches sur les cellules humaines, que ce soit des cellules du cordon, de l'adulte, des cellules IPS que j'évoquais tout à l'heure, et puis aussi sur l'animal, parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, je ne vois pas de problème. Quant aux recherches industrielles, c'est-à-dire obtenir des lignées cellulaires, qu'elles soient portables ou pas, il me semble qu'elles sont contraires à l'éthique si il y a destruction d'embryons, et je ne comprends pas pourquoi cette obstination à vouloir mener ces recherches, mais je pense que là il y a des spécialistes qui vont nous le dire, alors qu'on peut très bien les mener sur les fameuses cellules IPS, pour lesquelles il y a une énorme variété, et on pourrait faire toutes sortes de recherches industrielles, de type industriel, pour tester des molécules pharmaceutiques en particulier, sur des cellules qui ne seraient pas des cellules embryonnaires, mais qui seraient des cellules humaines. On a préparé cette conférence, on a dit finalement, effectivement, il y avait, selon vous, beaucoup de possibilités thérapeutiques grâce aux cellules souches embryonnaires, que la loi française est tellement stricte que si on ne fait pas ces cellules en France, et on en parlera aussi tout à l'heure avec vous, madame, si on ne fait pas ces recherches en France, de toute façon, elles se feront à l'étranger. Moi, j'aimerais vous demander, Sébastien Duprat, comment ça se passe justement au niveau de votre institut, et surtout une question qui me semble être une question très éthique, vous obtenez des fonds de la part du Téléthon, les Français qui donnent, les gens qui donnent, c'est pour aider par rapport à des maladies incurables, c'est pour aider aussi pour des maladies rares. Qu'est-ce qui est plus éthique finalement? Protéger le statut de l'embryon, protéger l'embryon ou venir en aide le plus rapidement possible à des malades qui en ont besoin. Donc j'aimerais que vous développiez un petit peu ce élément. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'il y a des vrais choix de société à avoir, et après on peut décider et discuter ensemble sur les conséquences de ces choix et si on est prêt à les assumer. Je vais revenir un petit peu sur plusieurs points. Bon, le premier, effectivement, je suis au confluent entre le public et le privé, le public étant l'INSERM et le privé étant associatif. Donc on n'est pas un institut commercial, on n'est pas un institut industriel. Il y en a effectivement également, mais nous on est dans une logique d'équilibre entre la responsabilité vis-à-vis des gens qui paient leurs impôts et la responsabilité vis-à-vis des gens qui donnent. Et on n'a pas de vocation commerciale ou industrielle. D'abord sur la biologie des cellules souches, je pense qu'on a eu un point de vue, une description extrêmement vaste de la situation, mais je pense qu'il n'a pas été clarifié la différence biologique potentielle entre les cellules souches embryonnaires et les autres cellules souches qu'on a mentionnées adultes, puis après les IPS, etc. Les cellules souches embryonnaires, effectivement, sont prélevées sur un embryon précoce de moins de 7 jours et demi. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que ça veut dire, c'est que c'est bien avant, en tout cas plus d'une semaine avant, que les premières cellules qui vont donner le futur système nerveux central commencent à choisir cette voie. Et du fait qu'elles n'ont pas encore choisi cette voie et qu'à ce stade-là, toutes les cellules sont complètement identiques, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation, le consensus qui ne fait pas plaisir forcément à tout le monde, mais à la grande majorité des gens, c'est que s'il est certain qu'on n'est pas capable de définir à quel moment la conscience se développe et commence dans le développement embryonnaire, on peut penser qu'à partir du moment où aucune cellule n'a choisi de devenir un neurone, ça n'a pas encore commencé. Sans savoir quand est-ce que ça commence après. Et ça a une autre conséquence aussi, c'est qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas ce genre de choses. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de dignité? Ça, bien sûr, c'est pas le cas. Ces cellules, elles sont issues d'embryons extrêmement précoces, et à ce stade-là, ces cellules sont immortelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant qu'elles n'ont pas acquis un nombre de cellules autour d'elles suffisant pour voir comment ça se passe chez le travail, à dire voilà, toi tu vas faire de l'os, toi tu vas faire du muscle, etc. Leur seule fonction physiologique, c'est de se multiplier. Et puis, ça commence à 5 jours et demi, entre 5 jours et demi et 7 jours et demi. À 7 jours et demi, elles sont assez nombreuses. Et elles commencent à progressivement choisir différentes voies.
Et à ce moment-là, elles ne sont plus des cellules embryonnaires, même si on est encore dans l'embryon, mais c'est plus des cellules embryonnaires dans le sens où elles ont dépassé une étape. Elles n'ont plus cette capacité universelle de pouvoir faire de n'importe quelle partie du corps humain. Progressivement, elles restreignent de plus en plus leur potentiel. Effectivement, si on a devant nous un panel de différentes cellules souches adultes, dans le sens après 7 jours et demi, même si elles viennent de l'embryon, elles peuvent recouper, se regrouper et pouvoir ensemble former une partie du corps humain, mais pas une seule de ces cellules uniques, ou alors il faut être avant 7 jours et demi. Et la deuxième capacité, c'est effectivement qu'elles sont immortelles dans le sens où tant qu'elles n'ont pas acquis le signal qu'elles sont assez nombreuses, elles peuvent se multiplier à l'infini. Alors quand on les prend de l'embryon et qu'on les met en culture en laboratoire, elles forment des colonies, chacune, elles se multiplient, et puis quand la colonie est assez grosse, elle commence à se spécialiser. Et puis si on coupe la colonie physiquement et qu'on fait des quartiers de colonies et on les sépare dans la boîte de pétri, elles continuent à se multiplier. Et de ce point de vue-là, elles peuvent rester indéfiniment entre 5 jours et demi et 7 jours et demi d'âge biologique. On peut les garder 5 ans avant de passer l'étape 7 jours et demi, parce qu'elles continuent à avancer, qu'elles n'ont pas atteint cette étape-là, parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Donc c'est ces deux capacités particulières qui sont spécifiques de ces types de cellules. Alors effectivement, il y a d'autres types de cellules qui les acquièrent, même si on peut pas encore, on n'a pas assez de recul pour tout savoir sur ces cellules, c'est notamment les IPS dont on parlait juste à l'instant, mais ces différences fondamentales, l'universalité et l'immortalité par rapport aux cellules souches adultes. Alors, qu'est-ce que ça apporte d'être à cette étape-là? Effectivement, ces cellules-là, si on donne le bon signal, on va pouvoir les spécialiser dans un type de cellule particulière, par exemple du muscle, ou du neurone, ou de la peau. Mais c'est des choses qui font passer par une étape de cellules souches adultes. C'est-à-dire qu'on va les spécialiser progressivement en cellules souches adultes qui vont devenir après cellules spécialisées et fonctionnelles. L'étape entre les deux, qui est manquante pour les cellules souches adultes, c'est que du fait qu'on peut les multiplier à l'infini, on peut en faire des banques de la taille qu'on veut. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a un embryon qui a été détruit, on a une lignée de cellules qui peut s'étendre à l'infini, même si l'embryon a été détruit des années avant, et pour lequel on peut avoir un certain nombre d'utilisations, parce que justement il y a cette infinité de multiplication qui est possible. Une cellule souche adulte peut se multiplier des fois de très très nombreuses fois, mais il y a une limite. Le fait de pouvoir faire des banques, effectivement, ça permet de sortir, quand on parle de therapie cellulaire qui sont au cas par cas, c'est-à-dire qu'on a dans beaucoup de cas d'urgence, les grands brûlés par exemple, qui ont besoin d'épiderme, ou des choses un petit peu plus fréquentes comme les greffes de moelle ou de sang de cordon. On a eu quelques dizaines de milliers quand même, mais à chaque fois on va chercher au cas par cas une situation. Là on peut imaginer, même si effectivement tout n'est pas prouvé, et je fais remarquer quand même que les cellules embryonnaires, ça a commencé en 98, à l'échelle de la science, c'est pas si ancien que ça, on a encore beaucoup de travail à faire, on est tous conscients que c'est le cas. On peut créer une banque de la taille qu'on veut, et on peut éventuellement avoir cette banque validée si elle est saine par les agences réglementaires, et l'utiliser pour une fonction particulière pour la population française pendant 10 ans par exemple, ou la taille qu'on veut, suivant à quel point on veut la multiplier. Et ça, effectivement, c'est tout ce qui se met derrière le terme industrialisation. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément pour l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la possibilité de changer l'échelle. Alors, on ne peut pas parler de cellules souches et de toutes ces questions d'éthique, parce qu'effectivement ça pose des questions éthiques, sans parler de finalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire des embryons sans avoir un but. Et les finalités, on les a un petit peu décrites. Il y en a, je dirais, 3 types, très très généralement. Première, effectivement, c'est la thérapie cellulaire, c'est ce qui parle le plus au grand public. Parce qu'effectivement, on va essayer pour des maladies où certaines cellules disparaissent, ou alors certaines cellules n'ont pas la fonction qu'elles devraient avoir, pour le diabète par exemple, des cellules qui ne produisent pas d'insuline, on va essayer de remplacer les fonctions manquantes ou les cellules manquantes par des cellules qui sont issues de cellules souches, adultes ou embryonnaires. Il y a plein de possibilités différentes. Les embryonnaires donnent certains avantages supplémentaires, mais ce n'est pas exclusif. Et d'ailleurs, nous, on ne demande pas l'arrêt des recherches
sur les cellules souches adultes, on pense que les différentes voies de recherche sont complémentaires et participent à l'évolution de la médecine. Il y a un deuxième point, alors effectivement, dans la thérapie cellulaire, il y a le problème des tumeurs. On en parle. Alors la grande question quand on discute avec les agences réglementaires, c'est pas de savoir si le risque est zéro, parce que le risque zéro, on ne peut jamais vraiment le prouver. Le risque, semble-t-il, est faible, mais c'est encore très préliminaire pour avoir une idée très précise. La question est de savoir si, pour des maladies où le bénéfice-risque est compatible avec la dangerosité de la maladie, est-ce que, dans les cas rares où les tumeurs pourraient se former, est-ce qu'on a un plan B? Et le plan B, ça peut être plein de choses différentes. Si on a de l'épiderme ou de la rétine qui est formée en thérapie cellulaire pour guérir des malades qui sont aveugles ou qui ont des problèmes de l'épiderme, effectivement, le plan B, c'est superficiel, on peut, si c'est rare, dans le cas où ça arrive, redisséquer la zone et repartir à zéro et refaire une nouvelle greffe. Dans le cadre de cœur ou neurones, les choses sont un peu plus compliquées parce qu'on va à l'intérieur. Il faut trouver d'autres stratégies, il y en a d'autres, je ne vais pas forcément toutes les lister, et c'est ça qu'on nous demande avant de pouvoir mettre un essai clinique en cours. Il y a le point de compatibilité, c'est sûr que c'est un autre souci. Là aussi, il y a des stratégies, je ne vais pas forcément les développer maintenant, il y aura peut-être des questions. Et puis, il y a le problème de l'intégration du greffon. Et on se rend bien compte que pour intégrer le greffon, il faut soit avoir des cellules qui soient complètement spécialisées, donc c'est le cas effectivement de l'épiderme. On va prendre de l'épiderme pour greffer quelqu'un qui a granulé ou qui a un problème génétique de la peau, un épiderme déjà fonctionnel, on va lui mettre à l'endroit où il en a besoin. Mais si c'est du cœur ou du neurone, la finalité, la spécialité du neurone ou du cœur, le neurone, c'est de créer un réseau de connexion. S'il a déjà créé le vitro avant qu'on transfère, il ne va pas le créer avec le cerveau, donc il faut trouver un état intermédiaire pour greffer la cellule. Si c'est du cœur, s'il acquiert déjà son rythme de battement, il y aura des problèmes d'arythmie. D'accord. Donc vous avez donné quelques exemples. Il faudrait qu'on voit si ces exemples, si c'est mis en pratique. Je ne vais pas aller plus loin, mais juste parce que ça c'était une des utilités. Il y a la modélisation pathologique, parce que mon collègue en a parlé, qui est également importante. Effectivement, c'est du criblage de médicaments ou des connaissances de nouvelles maladies. Ça utilise les mêmes lignées. Puis il y a la modélisation non pathologique, où là on crée in vitro des tissus, un petit peu de peau, un petit peu de foie, un petit peu de neurones, etc. Et on va regarder à grande échelle si des molécules sont par exemple toxiques pour ces tissus, que ce soit cosmétiques, etc. Et là, ça réduit énormément les tests animaux, par exemple. D'accord, merci. Alors, vous avez donc donné un certain nombre de perspectives. J'aurais demandé au docteur Sheffield, est-ce qu'en Grande-Bretagne, où la législation est donc beaucoup plus large, permissive diront certains, est-ce qu'on a pu avoir plus d'avancées scientifiques et thérapeutiques grâce à cette législation plus large? Et d'autre part, je voudrais que vous réagissiez aussi au propos de Star sur le fait que finalement, d'après lui, la législation britannique n'a pas beaucoup fait avancer la recherche et la thérapeutique. Donc, si vous voulez bien préciser un peu ces deux points, et puis on reviendra en France avec le docteur Hénon et les moyens peut-être aussi de travailler autrement. Le contraste qu'on évoque souvent entre une législation très permissive et une législation qui est restrictive, j'aimerais dire quand même que la législation britannique est une législation qui a des limites extrêmement fermes. C'est-à-dire que la différence la plus importante, c'est qu'en France, il est interdit de faire de la recherche à moins que, alors qu'en Grande-Bretagne, il est permis de faire de la recherche lorsqu'elles sont dans un cadre qui est tout à fait décrit par la loi. Ce cadre est très important parce qu'il exclut automatiquement tout ce qu'on peut imaginer de futile quand on parle d'utiliser des embryons à des fins cosmétiques, à des fins qui n'ont aucun rapport avec la médecine. C'est absolument interdit. La deuxième chose à préciser, c'est qu'on ne peut créer des embryons pour la recherche que, et c'est inscrit dans la loi, si les embryons qui sont là, donnés par les couples, avec leur consentement bien sûr, tout en sachant exactement que ce sera des cellules éternelles, il faut bien qu'on leur explique, ça n'est pas un couple d'embryons comme un don pour avoir un enfant pour un autre couple. On ne peut les créer que si ces embryons existants ne sont pas à même de nous donner les réponses aux questions qui sont posées dans le programme
de recherche, programme bien sûr, qui est comme dans le monde entier, soumis à une expertise, parce qu'on appelle des pairs, des scientifiques qui seront ou britanniques ou du monde entier, puisque quand même le monde des cellules souches est un monde assez clos, mais un monde tout à fait international. Je crois que vous connaissez tous les collègues britanniques, américains, etc. Donc, ça n'est pas aussi permissif qu'on peut le croire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, il y a eu, en fin d'année 2011, début d'année 2012, deux choses qui ont quand même ému le monde des cellules souches, puisque je crois que maintenant il y a au moins une dizaine de revues spécialisées qui ont en titre cellules souches, revues, etc. Donc c'est un monde restreint mais qui s'est envolé depuis les années 90. L'une est le premier essai clinique, donc c'est un essai de traitement pour une de ces maladies rares dont on parlait tout à l'heure. C'est un nom dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, ça s'appelle la maladie de Stargardt. C'est une dégénérescence de la macule, comme vous en avez entendu beaucoup parler, puisque ça, fréquemment, malheureusement, ça atteint les gens d'un certain âge, mais ça, c'est quelque chose de congénital, pratiquement, et l'âge auquel ces jeunes gens sont atteints, c'est entre 10 et 20 ans. Maintenant, c'est assez rare, hein, c'est 1 sur 10 000 de nos populations, donc quand même, c'est qualifié comme maladie rare, et le premier essai clinique vient de commencer avec l'équivalent des 15 000 et 15 000 à Paris, c'est le Moorfields à Londres, et le monde entier de cette spécialité est extrêmement intéressé, parce que même si l'objection que Jacques faisait, ça ne peut leur rendre une vue partielle ou totale pendant un certain temps, on ne sait pas, ça sera un début, il faut bien commencer par quelque chose. Le deuxième point, la destruction d'embryons. Alors la destruction d'embryons, on en parle depuis qu'il a été possible, grâce à Bob Edwards, de voir des embryons humains et de les remplacer dans un utérus pour faire la première fécondation in vitro. Ça fait maintenant plus de 33 ans. Nous détruisons, excusez-moi, mais j'arrive de Londres, alors il faut que je me remette que mes neurones passent en fonction langage français. Nous détruisons des embryons tout le temps. La nature humaine détruit des embryons. Ça, il faut bien qu'on le sache, à moins qu'on utilise une contraception des bas, parce que dont j'ai entendu la fin ce matin, chaque rapport sexuel peut être suivi d'une conception d'un embryon, et dans au moins 50% des cas, c'est un minimum. Il ne s'inventera jamais, la femme ne sera jamais enceinte, l'embryon sera auto-détruit pour des tas de raisons, anomalies, etc. Donc la destruction d'embryon, disons, je suppose que l'objection de Jacques, c'est une destruction volontaire. Maintenant, toutes les lois qui ont encadré l'assistance médicale à la procréation incluent une destruction d'embryons. Nous n'avons pas le droit de garder des embryons plus de 5 ans. En Bretagne, renouvelable 5 ans, donc ça fait 10. En France, je crois que la limite est la même. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens n'appliquent pas la loi. Alors il faut appliquer la loi de manière très sévère dans un certain cas, puis dans un autre cas, il ne faut pas l'appliquer. Je m'y implique en tant que juriste, hein, parce que mon deuxième chapeau, c'est le droit médical. Et l'essence du droit, c'est quand même la logique. Donc ça, c'était un argument qui est un peu compliqué. Troisième argument, la France a le droit d'importer des lignes cellulaires, comme l'Allemagne d'ailleurs, où c'est encore beaucoup plus grave. En Allemagne, tout est interdit. C'est beaucoup plus simple de dire ce qui est permis, parce que la liste des interdictions est tellement longue que ce qui est permis, c'est très peu de choses. En France, il est permis de faire certaines recherches dans certaines conditions précises. Mais on a le droit d'importer des lignées de cellules souches qui sont produites ailleurs par des moyens que certains trouvent immoraux ou non éthiques, ou quels que soient les adjectifs qu'on utilise. Alors là, j'y perds aussi mon latin, je suis désolée. Ou c'est interdit et on ferme nos frontières, ou c'est interdit mais, et quand la liste des dérogations s'allonge, il peut être temps de penser qu'il faut changer certaines choses. Alors dans la petite visite Rosanne, j'ai eu avec lui, préparant cette
conférence, il me disait qu'au-delà du problème de l'utilité, au-delà du problème éthique, il y a d'autres techniques qui font appel aux cellules souches et qui peuvent se passer des cellules souches embryonnaires, et notamment les cellules souches adultes et les cellules, le sang de cordon. Donc j'aimerais qu'il développe un petit peu ça, qu'il nous donne aussi un petit peu son point de vue sur l'utilité des avancées que peuvent offrir ou non les cellules embryonnaires. Merci. Effectivement, je suis hématologiste, donc je suis spécialiste des maladies du sang, ce qui cache des maladies peu agréables, les leucémies, les cancers du sang, etc. Donc c'est pas très sympathique. Et je suis en outre transplanteur, comme on dit, de moelle osseuse, depuis, comme le disait tout à l'heure M. Testa, depuis maintenant une trentaine d'années. Il faut simplement savoir que maintenant, quand on parle de cœur de moelle osseuse, c'est plus la moelle osseuse, parce que les cellules sont prélevées dans le sang. On en parlera brièvement tout à l'heure. Et ce qui m'appartient de parler de dernier, je voudrais quand même rebondir un petit peu sur deux ou trois faits. Je crois que tout d'abord, on parle de cellules souches embryonnaires, on parle de cellules souches IPS, pluripotentes induites. Je vous parle aussi un petit peu de cellules adultes. Je ne pense pas qu'il faille opposer qu'il y ait des querelles de chapelle. Je crois que c'est important que les recherches puissent se continuer et il n'y a pas, comment dire, les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Ça me paraît déjà très important. La deuxième chose, puisqu'on est là pour quand même parler de cellules souches embryonnaires, comme le disait M. Testa tout à l'heure, il est clair que l'avancée sur les cellules souches embryonnaires est actuellement encore extrêmement restreinte. Tous les jours dans les journaux, vous voyez, demain, on fait un essai thérapeutique. Alors on a parlé d'un essai thérapeutique qui vient juste de démarrer avec un patient, mais c'est encore un petit peu loin de la coupe aux lèvres, puisqu'il y a beaucoup de problèmes techniques à résoudre. Ça paraît simple de dire, voilà, il y a des cellules embryonnaires, elles sont en culture, on va les utiliser, on va les faire se différencier vers tel ou tel tissu du cœur, des neurones, pour les différents organes. En fait, la différenciation reste quand même assez aléatoire aujourd'hui, et d'une part, et d'autre part, on ne sait pas encore faire se différencier des cellules embryonnaires en n'importe quel tissu. Et où ça marche le mieux, c'est pour le cœur et pour les cellules neurales, autrement dit pour le système nerveux. Pour les autres, ça reste effectivement beaucoup difficile. Et à partir de là, il y a des questions de sécurité, d'emploi, et on a eu loin d'avoir une sécurité d'emploi de ces cellules souches embryonnaires ou dérivées de cellules embryonnaires, parce que comme on l'a dit, elles forment des tumeurs, elles peuvent avoir des altérations chromosomiques, donc il y a toute une expérimentation animale qui n'est pas faite véritablement, qui est faite chez le petit animal, chez la souris, chez le rat, mais pas encore chez le grand animal, et cela explique probablement le fait que, bien qu'on en parle souvent dans les journaux, il y a très peu d'essais. Il y a actuellement, à ma connaissance, 4 essais en cours dans le monde, autorisés par la FDA. On a bien parlé d'un essai donc dans la dégénérescence maculaire congénitale. Il y a un essai similaire dans la dégénérescence musculaire de l'adulte, par la même équipe d'ailleurs, avec également un malade actuellement inclus. Et puis il y a un essai dans de greffe de cellules souches dérivées de cellules souches embryonnaires chez des sujets atteints de lésions de la moelle épinière cette fois-ci, c'est-à-dire des paraplégiques récents, menés par la Société Jérôme aux États-Unis, qui avait l'autorisation de la FDA. Cette 10 malades, enfin 10 décès étaient prévus. L'essai d'être interrompu après le 4e malade, officiellement pour des raisons financières. Quand on connaît l'assise financière de la Société Jérôme, ça fait un peu rigoler. Donc il y a probablement eu des mauvaises langues qui disent qu'il y a eu des problèmes avec ces cellules souches embryonnaires greffées dans la moelle épinière. Et puis il y a un autre essai qui est fait à Glasgow actuellement, également dans une maladie neurologique. Il y a aussi un malade qui a reçu une première dose, parce qu'il est prévu d'injecter plusieurs doses dans le système nerveux, dans le cerveau, plus exactement. Et c'est tout aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre qui est fait. En France, on est extrêmement frileux, comme on l'a dit. Donc je crois que pour les cellules embryonnaires, ça suscite beaucoup d'espoir, mais il faut être extrêmement prudent. Alors quant à l'utilisation d'un embryon, je vais donner mon avis qui n'engage que moi. Je suis très réticent comment dirais-je, à concevoir un embryon ex nihilo, donc vraiment fait pour ça, pour faire une usine d'intérêt des déchets. Ça m'embête un peu. Par contre, tous les jours, comme on a dit, on étudie des embryons, tous les jours on jette des embryons dans la poubelle. Je trouve que c'est plus noble d'utiliser un embryon pour faire de la recherche que pour le jeter à la poubelle. Je pense que la fin de l'embryon serait plus belle que ça. Ceci est le premier point. Côté de ça, il y a les IPS dont on vient de parler.
Alors ça, c'est encore plus balbutiant quand même, il faut bien dire que les cellules souches embryonnaires. Ça a créé beaucoup d'espoir depuis 4-5 ans, et peut-être que vous me démentirez, mais plus ça va, plus on a quand même des différences épigénétiques, en gros, du génome qui apparaît, plus on connaît ces cellules pluripotentes induites, plus on s'aperçoit qu'elles ne sont quand même pas tout à fait identiques aux vraies cellules souches embryonnaires. Mais c'est une recherche passionnante, et effectivement, ça peut servir à tester ultérieurement, à faire des tests de pharmacologie en utilisant des drogues que l'on veut faire devenir des médicaments, et voir si ça a un effet toxique ou pas sur les cellules de ce type. Et puis la troisième chose, c'est les cellules souches adultes. Alors les cellules souches adultes, je nage dedans depuis 30 ans, puisque la greffe de moelle osseuse, c'est effectivement, a fait appel effectivement à des cellules dites adultes, c'est-à-dire les cellules souches de la moelle osseuse, qui sont capables de donner aussi bien les globules rouges que les globules blancs, que les plaquettes solides, bref, toutes les cellules du sang, et qu'on fait des greffes de moelle osseuse depuis les années 70, surtout depuis qu'on connaît le système de compatibilité cellulaire qui permet d'éviter le rejet, ou tout au moins de le limiter. En fait, on fait de la thérapie cellulaire, ou plus exactement maintenant, le terme qu'on utilise, c'est de la médecine régénératrice, ce qui veut bien dire ce qu'il veut bien dire. Ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, on va régénérer un organe et non plus le remplacer quand on fait une transplantation d'organe. Donc, l'utilisation de cellules souches adultes, finalement, en hématologie en tout cas, on sait faire ça depuis une quarantaine d'années. Par contre, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que maintenant, on s'aperçoit qu'il y a d'autres cellules souches adultes qui théoriquement n'ont pas les mêmes caractéristiques que les cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire qu'elles ne sont spécifiques que d'un organe ou d'un groupe d'organes. Mais plus ça va, plus on s'aperçoit que les cellules souches adultes, elles peuvent avoir d'autres utilités. Et en particulier, nous avons démontré il y a quelques années que les cellules souches que vous pouvez recueillir dans le sang, donc apparemment les mêmes cellules que celles qui servent à régénérer la moelle osseuse lorsqu'on l'a détruite après chimiothérapie dans le traitement de la leucémie, eh bien, il y a une surpopulation de ces cellules qui est capable de régénérer du cœur. En faisant du muscle cardiaque, en faisant des vaisseaux sanguins. Et nous avons fait un essai pilote il y a une dizaine d'années maintenant, avec Hercule, donc presque 9 ans et demi en tout cas, chez des sujets ayant fait un infarctus du myocarde sévère, qui auraient dû, pour certains, avoir une transplantation cardiaque, qui étaient sur les attentes pour une transplantation cardiaque, et qui ont reçu leurs propres cellules sanguines, purifiées et modifiées pour être réinjectées après directement dans leur cœur, dans l'infarctus du myocarde, et on a obtenu une régénération de la lésion cardiaque. Ces malades sont toujours vivants, avec un recul de 9 ans pour la plus ancienne, qui aurait dû avoir une transplantation cardiaque, et qui fait du trekking au Canada, et qui travaille dans une ferme. Donc, vous voyez qu'il y a quand même d'autres solutions. Et là, pour terminer juste, pour réconcilier tout le monde, un petit peu, nous travaillons sur un sujet que l'on appelle les cellules souches embryonnaires like, en bon français. Autrement dit, des cellules souches qui ressemblent aux cellules souches embryonnaires. Et il apparaît que vous tous ici, toutes et tous, même moi, certains d'autres qui ne sont plus des perdreaux de l'année, nous avons dans notre organisme, de la naissance jusqu'à la mort, des cellules qui ont, au moins pour le moment, ce que nous avons démontré, les caractéristiques morphologiques, immunologiques, et autrement dit les mêmes marqueurs immunologiques et phénotypiques que les vraies cellules souches embryonnaires. Donc nous sommes en train d'essayer de démontrer que ces cellules sont capables, dans certaines conditions, de donner n'importe quel tissu. Mais l'avantage, c'est que ces cellules, évidemment, ne posent aucun problème éthique, puisque ce sont les cellules de l'organisme adulte, qu'elles sont utilisables, elles doivent être utilisables aussi bien pour le patient lui-même, si c'est l'individu porteur qui est le patient, que pour le donner à un sujet malade en étant à ce moment-là le donneur sain. L'inconvénient, c'est qu'il y en a beaucoup, donc il faut arriver à les faire se multiplier. Mais il est évident que, de toute façon, si ces cellules sont vraiment des cellules embryonnaires résiduelles tout au long de la vie, on aura les mêmes problèmes techniques que pour les vraies entre guillemets, cellules souches embryonnaires, c'est-à-dire celles qui sont obtenues par la destruction d'un embryon. Au point de vue technique, on est encore très balbutiant pour faire à une cellule exactement ce que l'on veut, sans aucun enjeu.
Moi, ce que je trouve extraordinaire, sachant que les députés, les parlementaires doivent s'occuper de tous les grands dossiers justement du pays, comment font des parlementaires qui, par définition, ne sont pas des professionnels de la génétique et de la médecine, justement pour se déterminer par rapport à ce type d'enjeu. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus et avoir votre position. Mais justement, c'était la remarque que je voulais faire, pour montrer que nous sommes finalement au milieu d'un débat entre chercheurs d'abord. Et vous voyez qu'il y a toutes sortes d'approches. Et puis ce débat, j'ai envie de dire technique, se double d'un débat éthique, où il y a autant d'avis, de positions que de positions chercheurs par rapport à la recherche elle-même. Et ensuite, on se retourne vers le politique, on dit c'est à vous de décider. Et donc nous avons d'abord un débat politique, on a un débat éthique d'abord. On a d'abord un formidable effort de compréhension pour essayer de se dire où en est-on. Parce qu'en fait, nous avons bien conscience que lorsque nous demandons de légiférer, nous ne légiférons que, je dirais, disons, dans l'état actuel des connaissances. Et que, concernant les cellules souches, on essaie de se projeter un petit peu, mais on ne peut pas le faire autrement. Et donc la responsabilité du politique dans cette matière-là est extrêmement lourde, elle est sensible. Elle est sensible et, je dirais, elle est différente selon le niveau d'implication. Quand vous participez à la commission spéciale, comme j'ai eu l'honneur de pouvoir et la chance de pouvoir le faire, vous êtes entré dans le débat éthique. Mais ce n'est pas la commission spéciale qui décide, c'est le Parlement. Et donc, tous les autres collègues, à un moment donné, on va leur demander l'avis en disant, voilà, on vous demande de voter. Et donc c'est très difficile parce que le moment du vote est un moment important. Je ne sais pas dans quelles conditions mes collègues entrent dans un tel vote, parce qu'on peut parler d'entrer dans un vote. D'ailleurs, on décide en général en fonction d'un classement relativement simple, c'est gauche, droite. Et donc il y a là une vraie question, au nom de quoi est-ce qu'on vote et en se fiant à qui? Et c'est vrai que de part et d'autre, dans chaque groupe parlementaire, dans chaque groupe politique, ce sont finalement les rapporteurs et porte-parole qui, disons, transmettent un petit peu le ressenti des uns et des autres et qui font finalement l'opinion politique. Alors on me dira que c'est peut-être pas la meilleure des méthodes, mais pour le moment on n'a pas trouvé d'autre, sauf à dire que ce sont le jury demain des débats qui participent à une commission spéciale qui aurait à ce moment-là autorité, mais je ne vois pas au nom de quoi. Et donc je pense que c'est un vrai débat, et que ce débat, en l'occurrence sur les cellules souches, est un débat, j'ai envie de dire, second par rapport au débat du devenir des embryons surnuméraires. Et donc, je crois qu'à un moment donné, un collègue, je crois que c'était Alain Grèce, qui disait que finalement la vraie transgression, c'est l'existence et le maintien en vie, de la congelée de ces cellules, de ces embryons surnuméraires. Et donc, il y a eu d'abord un débat sur est-ce qu'on a le droit de mettre à jour autant d'embryons surnuméraires, certains voulant carrément en limiter. Alors je ne sais pas si techniquement on peut décider d'emblée que ce soit très limitatif. Donc il y a eu cet aspect. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est que, je le dis très librement, j'ai participé à plusieurs débats de ce type depuis que je suis parlementaire. Et ça a toujours été des moments où finalement, quelque part, chacun agissait avec une liberté de conscience. Et c'est vrai que quelque part, dans ces derniers débats, il y a eu à un moment donné, je dirais, des interférences politiques. Certains parlent de marqueurs. Alors, quand vous êtes pour, je dirais, l'autorisation encadrée, vous êtes forcément de gauche. Quand vous êtes pour l'interdiction avec dérogation, vous êtes de droite. On ne parle pas religion, mais c'est greffé en plus là-dessus, je dirais, la présence d'un groupe actif au niveau catholique, parfois même le jeuniste, qui interfère dans le débat. Et donc il y a des moments où, effectivement, il y a, je dirais, une grande confusion qui s'installe. Et je pense que moi j'ai
j'ai fait le choix de voter en conscience. Et que, à un moment donné, on m'a demandé de voter, disons, parce que c'était les positions étaient très, comment dire, très peu différenciées. À un moment donné, on s'est compté à 16, et le président de l'Assemblée a voté en plus, ce qu'il ne fait jamais, mais parfois il faudrait qu'il le dise. Donc, si vous voulez, ça a été limite. Hein. Et donc, je crois qu'il faut avoir cette liberté de conscience. En ce qui me concerne, je le dis aussi parce que je l'assume très bien, que j'ai voté pour l'autorisation encadrée. Hein. Et alors se pose la question, effectivement, est-ce que finalement une liberté encadrée est supérieure à une interdiction, disons, avec dérogation? Et je disais tout à l'heure, tout est dans le même. Et que cette liste de mails qui s'allonge est un petit peu délicate. Et il me semble qu'en Bretagne, il n'y a pas, je ne sais pas s'il y a davantage de projets d'études de recherche dans une liberté encadrée que dans une interdiction avec dérogation. Il me semble que c'était en France, on avait quand même un nombre assez important, parce que finalement, ce sont pour l'essentiel des chercheurs, et je crois aussi qu'il faut faire confiance certaines limites aux chercheurs. Donc je crois que c'est, je dirais, un vrai sujet, et je voulais simplement, en parlant de cela, montrer aux uns et aux autres la responsabilité politique qui est la nôtre, et qui parfois, je dirais, dépasse un petit peu même nos compétences. Mais enfin, c'est nous qui devons, au nom du peuple français, décider, et nous l'avons fait, je dirais, avec toutes les imperfections d'une loi qui finalement ne durera qu'un temps. Et on a décidé qu'elle se fût quinquennale, parce que c'est notre vie de dire qu'il faut renouveler ça tous les 5 ans. Je crois qu'il faudra revenir sur le sujet quand on l'estimera nécessaire. Effectivement, les lois sur la musique sont vraiment des lois qui doivent évoluer avec le progrès scientifique lui-même. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le problème des perspectives, des essais. Effectivement, l'essai d'Emela dont on parlait tout à l'heure est sorti il y a quelques jours, et c'est un des exemples prometteurs. Mais c'est vrai quand même, et vous l'avez tous rappelé, il y a finalement relativement peu d'essais, et alors que, encore une fois, comme je le disais au début, il y a 10 ans, on expliquait que ça allait tout changer. Alors, monsieur Duprat, vous avez réagi assez vivement à la remarque sur l'arrêt du programme, c'était le programme sur les... J'avais réagi avant, pardon, je n'ai pas vu. Gérald, c'est ça. Donc sur les paraplégiques, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, sans qu'on donne dans un débat d'experts. Faut-il continuer, est-ce que dans la bonne direction ou pas? La recherche sur l'animal, effectivement le rongeur, mais aussi le gros animal existe. Je suis loin de savoir ce qui se passe dans le monde, mais au moins dans mon institut, je sais qu'en collaboration, on a des singes qui ont reçu des championnats de singes pour traiter de maladies neurodégénératives qui s'appellent Huntington. Donc on fait aussi des travaux sur l'animal et on passe par là pour aller vers l'humain. Le deuxième point, c'est que c'est des recherches complètement nouvelles. Hein. Ça fait 14 ans que la découverte a existé. D'ailleurs, ça fait que 7 ans qu'on peut le faire en France. C'est tellement nouveau que c'est tout un pan de la législation qui doit évoluer. Et quand on parle avec les agences réglementaires, on parle d'une autorisation des essais cliniques, on doit construire avec eux des normes. De fait, effectivement, il y a que très peu d'essais qui ont commencé, il y a moins d'un an d'ailleurs ça a commencé, tous aux États-Unis. Il y en a un qui s'est un petit peu étendu jusqu'à l'Angleterre, mais ils ont tous commencé aux États-Unis, parce qu'effectivement, les autorités américaines se sont penchées sur la question en termes de normes réglementaires un petit peu plus tôt que nous. Et on continue à essayer d'établir les normes chez nous. Alors, le dernier point que je voulais mentionner, c'est que c'est assez étrange qu'on nous dise il n'y a pas encore de choses de prouver sur les cellules embryonnaires, donc il faut se concentrer sur autre chose. Et puis on nous dit c'est les cellules embryonnaires pour lesquelles on ne connaît rien, et il faudrait se lancer dedans. Je pense qu'il faut se lancer dans les deux. C'est complètement en complémentarité. On ne sait rien. Il ne faut surtout pas opposer. Exactement. Exactement. Ni les cellules embryonnaires, ni les cellules adultes, ni les cellules embryonnaires. On a besoin de ces complémentaires. L'ensemble de ces recherches. De tomber dans le débat d'experts, et on regarde quand même présent la variété du spectre de ces recherches, la variété des cellules et des possibilités, et aussi des besoins. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a essayé de défricher un petit peu. On voit qu'on est à un point de départ, on voit que
il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de questions, mais on essaie de faire un panorama tout en étant conscient qu'on est quand même très loin d'applications thérapeutiques au quotidien qu'on ira trouver chez son médecin ou dans sa pharmacie de quartier dans quelques semaines. On arrive au bout, je voudrais quand même demander aux intervenants, mais alors vraiment en une minute, s'ils veulent chacun nous livrer une remarque de conclusion à l'issue de ce débat, mais vraiment une minute chacun, donc je vais être très autoritaire, je vous excuse. Oui, alors déjà je suis parfaitement d'accord pour le son de cordon. Je voulais juste dire que la question vraiment derrière tout ça, c'est une question de choix de société. Mais il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire qu'on accepte l'avortement, la contraception, la pilule du lendemain, etc. On n'accepte pas les cellules souches embryonnaires qui viennent d'embryons précoces. On ne veut pas des tests animaux, mais on ne veut pas chercher non plus toutes les possibilités d'avoir des alternatives. On veut traiter les maladies orphelines, les maladies rares, ce sont les mêmes d'ailleurs, mais on ne donne pas toujours les moyens parce qu'on veut exclure certains types de recherche. Et on a la procréation médicalement assistée, avec des embryons surnuméraires. Et on ne sait pas si on doit les utiliser ou non. Je pense que dans un contexte global, il faut trouver un peu de cohérence. Soit on interdit beaucoup de choses parce que c'est immoral, soit on les autorise. Mais voilà, et dans ce cas-là, on n'apporte pas de l'extérieur, on n'autorise pas nos patients à aller en Belgique se faire soigner si on interdit la recherche chez nous, etc. Donc il manque de la cohérence dans ce débat. Voilà. Sur un thème qui est en fait le thème de cette table ronde, pourquoi l'embryon, pourquoi tous ces sentiments? Je voudrais vous poser une question, puisque vous avez eu la gentillesse de nous en poser. Est-ce que vous savez quels sont les points communs entre la Norvège, la Slovaquie et l'Allemagne? Ce sont les 3 pays européens où la recherche sur l'embryon est interdite. Je ne les connais pas. En Allemagne, on a pu comprendre. Je ne connais pas assez la Norvège et la Slovaquie pour savoir pourquoi c'est interdit. Mais partout ailleurs, la recherche embryonnaire est permise. Je vais me permettre de vous répondre sur la Norvège. C'est parce que, et ça les gens ne le savent pas, c'est parce que la Norvège est le premier pays d'Europe, la Norvège était suédoise à l'époque, à avoir autorisé des recherches et des travaux dans le domaine de l'eugénisme. Et il ne faut jamais oublier que les travaux, on en parlait dans le débat avant-hier je crois, il ne faut jamais oublier que les expérimentations, si on peut appeler ça ainsi, des Allemands à partir du Troisième Reich ne sont pas autre chose au départ que la mise en pratique de théories qui sont nées notamment en Grande-Bretagne et en Scandinavie. Et je crois que le problème de la Norvège vient de là. La Slovaquie est un pays catholique, très catholique, je n'ai pas de réponse, mais pour la Norvège c'est clair. Voilà, bon. Il ne faut jamais oublier que les idées scientifiques circulent et qu'il y a des pays qui réfléchissent à des idées et il y a parfois des régimes politiques qui malheureusement les appliquent et ça c'est un autre problème. Monsieur Bure, quelques mots et notamment sur la question que je m'étais permis de vous poser tout au départ. Est-ce que finalement l'œil de la politique de santé, quel est le regard de la sécurité sociale du payeur par rapport à ces perspectives-là et par rapport aux avantages ou aux coûts au contraire que ça pourrait générer pour notre assurance maladie? Écoutez, je crois qu'on ne peut être que, je dirais, intéressé par toutes les recherches médicales qui sont lancées parce que c'est vrai qu'elles vont déboucher certainement, et c'est une tendance lourde vers, je dirais, des thérapies de plus en plus personnalisées et donc peut-être de plus en plus coûteuses. Et donc il faudra que nous ayons collectivement les moyens pour les financer. Mais nous avons la chance d'avoir cette sécurité sociale solidaire qui permet aussi de mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin ces thérapies nouvelles, parfois très coûteuses, je pense à certains exemples de certains cancers, et de le faire, je dirais, de manière solidaire sans qu'on soit obligé de sortir des dizaines de milliers d'euros, comme c'est le cas ailleurs. Et donc, je crois qu'il n'y a aucune contradiction entre, je dirais, cette recherche du progrès, qui finalement, si on développe notamment l'aspect prévention davantage qu'on le fait actuellement, permettra, je dirais, de combattre la maladie, de rester peut-être en bonne santé, de donner leur chance à ceux qui, malheureusement, ne l'ont pas. Je voudrais simplement aussi, si vous me permettez de conclure, en disant que je crois qu'il est important que le débat public ait lieu. Ça ne peut pas rester un débat de spécialistes, d'experts, au sein d'un colloque d'experts, et que finalement ce que nous avons essayé aujourd'hui de faire, ce que les collègues de cette table ont essayé de faire, c'est de nous montrer d'abord la complexité, et que cette complexité doit nous rendre modestes dans les prises de position qui sont les nôtres, pour je dirais, proposer des choix, sachant que ces choix, disons que les
législation même évoluera en fonction des connaissances. Donc à la fois une modestie, mais aussi un appel au débat public, parce que les uns ne pourront pas tout décider à la place des autres. Merci, j'espère que cette table ronde a effectivement contribué à nourrir le débat. En tout cas, vos questions étaient nombreuses et précises, et donc ça a en tout cas montré l'intérêt pour le sujet. Et je remercie tous les participants, et je remercie la salle de sa présence et de sa réactivité à ce débat. Et je suis content que M. Testa, j'allais lui passer la parole. J'allais lui passer la parole, mais comme je voyais votre geste en disant on termine, je me disais quand même, M. Testa, on a dit tout à l'heure que c'était un scientifique éclectique, c'est aussi un philosophe de la science. Alors terminons avec un petit peu de philosophie scientifique par vous-même, justement. J'étais très intéressé par la question d'une jeune femme là-bas, en disant vous êtes là à la tribune, vous prétendez que vous savez, vous nous racontez des trucs, vous n'êtes pas d'accord entre vous, et puis finalement nous on est là, on doit voir ce que vous dites, mais comme vous ne dites pas tous la même chose, à quoi ça sert tout ça, et où on va? C'est tout à fait comme ça que ça se passe, effectivement. Donc, le seul point que je corrigerai dans votre discours, c'est que vous confondez la science avec la technoscience. Si c'était la science, c'est-à-dire la recherche de vérité, savoir quelle enzyme va fonctionner au stade 4 cellules dans telle espèce, personne ne parlerait de bioéthique et ça passerait comme ça. Il s'agit en fait d'autre chose, il s'agit d'application de la science, de volonté d'appliquer, quelquefois de façon légitime, quelquefois moins, mais c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est intéressant parce que vous avez montré cette défiance de la population par rapport à ceux qui s'autoproclament experts et qui se congratulent entre eux, et dont nous sommes. Et c'est pourquoi j'ai créé il y a 10 ans l'association Science Citoyenne, pour mettre la science en démocratie, c'est-à-dire que la population puisse intervenir vraiment, et pas seulement comme spectateur, y compris dans les choix de recherche, et dans l'évaluation des technologies qu'on veut lui imposer. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Une réforme de l'expertise avec une véritable déontologie qui n'existe pas, on l'a vu dans le médiateur dans toute cette histoire, une déontologie de l'expertise avec une haute autorité qui donnerait des règles et qui les ferait respecter, une défense des lanceurs d'alerte qui signalent des problèmes ici ou là, et il faut attendre qu'il y ait un certain nombre de morts pour qu'on les prenne au sérieux. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut mettre la science en démocratie, et je crois qu'il y avait ça dans votre question et remarque. Il me reste à remercier M. Durand-Roussiguet et tous les participants de la table ronde pour ces éclairages sur des sujets bien difficiles. Merci aux experts d'être venus, et tout particulièrement merci à Yves Bure d'avoir eu le courage de venir faire le grand témoin et de nous expliquer un peu comment les choses marchent.